BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour à tous, aujourd'hui Hebdocom se délocalise au Festival de Cannes pour sa 76e édition. Émission spéciale au cœur du plus grand événement pour l'industrie du cinéma et des médias. Au programme, on commence avec Brut, qui est partenaire officiel pour la 2e année consécutive. Son cofondateur Guillaume Lacroix nous répond dans un instant sur tous les enjeux du dispositif. Un autre partenariat qui se crée, c'est YouTube avec les cinémas MK2 pour protéger les salles. Justine Rist, sa directrice générale, nous répond aussi pour Hebdocom. Et puis pour terminer, qui de mieux que Pierre Lescure pour nous parler de l'industrie du cinéma et des médias à l'occasion de cette édition où il n'est plus président du festival, mais il vient pour présenter son émission Beau Geste dédiée au 7e art. Voilà le programme, Hebdocom au Festival de Cannes, c'est parti. Hebdocom sur BFM Business. On retrouve à l'hôtel Le Martinez Guillaume Lacroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Brut, qui est partenaire du Festival de Cannes pour la 2e année consécutive. Quelle est la mission la plus importante pour cette 2e édition ? Je crois que c'est surtout la mission la plus importante vis-à-vis du festival. Nous, il y a vraiment 2 sujets très importants avec Cannes. Le premier, c'est qu'on pense que les artistes sont vraiment à la pointe du changement de la société. Quand on voit la diversité de la sélection à Cannes, c'est hyper intéressant de donner une voix, alors comme le fait très bien le festival, mais d'amplifier cette voix d'artistes qui contribuent au changement de la société. Donc c'est vraiment un sujet très important pour Brut. Et puis après, c'est d'amener aussi au festival une audience globale, jeune, diverse. On a très bien réussi à le faire la première édition. Et donc là, on apprend, parce que c'est que notre 2e année, et on apprend à pousser tout ça. Mais l'an dernier, on a réussi à rassembler entre le dispositif de Brut et les créateurs de contenu qu'on avait amenés en partenariat avec les plateformes sociales. On a réussi à ramener, c'est difficile à dire parce qu'il faut dédupliquer les chiffres, mais entre 300 et 400 millions de jeunes adultes. Ce sera plus pour cette année ? Ça serait, là, on est, au moment où je vous parle, on est 25% au-dessus en termes d'audience que l'an dernier, de manière... sur la même période de temps, donc c'est super encourageant. J'ai lu dans un article que vous allez utiliser l'intelligence artificielle. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ? On va l'utiliser à plusieurs niveaux. Déjà, on joue avec éditorialement, parce que c'est assez intéressant, c'est marrant. Donc là, on a exploré à travers ChatGPT, on a essayé de voir qui pourrait gagner la prochaine Palme d'Or. On utilise beaucoup ces formats-là, et déjà pour... que nous, on comprenne ce que c'est, que notre audience comprenne ce que c'est, ce qu'on peut faire avec éditorialement. Ça, c'est un premier sujet. Après, de manière plus profonde, l'intelligence artificielle, c'est transformationnel pour nos métiers. Ce n'est pas juste un outil en plus, c'est une vraie transformation du média. Donc, il y a plusieurs sujets. Il y a l'optimisation de la production, du contenu. On sait que l'équivalent de ce que vous voyez pour le texte ou la photo aujourd'hui, on aura l'équivalent pour des vidéos de moins d'1 minute dans 1 an, 18 mois, à peu près, en termes de technologie. Donc, ça, c'est une très grande transformation. Et ensuite, je pense que ça change la nature de ce que c'est qu'un média. Aujourd'hui, un média est horizontal. C'est-à-dire qu'on produit du contenu, c'est distribué sur des plateformes sociales et les gens le regardent. Mais on n'a pas de relation en one-on-one avec les gens qui nous regardent. Grâce à l'IA, et notamment l'IA conversationnelle, on peut vraiment rentrer dans des conversations avec l'ensemble des spectateurs qui nous regardent. Pas tellement pour leur dire « Tiens, on va vous distribuer du contenu qui vous plaît, ou vous recommander du contenu », mais pour leur dire « Vous avez regardé ce contenu qui a un intérêt pour vous. » On peut peut-être rentrer dans une conversation plus profonde sur ce contenu-là. Je vais prendre un exemple. L'un des formats qui cartonne sur Brut, c'est tout ce qui touche au changement de vie. Par exemple, s'il y a des gens qui vraiment, on voit qu'ils sont intéressés par ça, on peut leur proposer une conversation. On leur dit peut-être que vous n'avez pas assez réfléchi, visiblement ça vous intéresse, mais il y a des étapes avant d'arriver à ça. Il y a des endroits où vous pouvez vous former, il y a des manières d'être aidé. Enfin, je pense que ça va être un très gros changement et ça va être très rapide. C'est-à-dire que, en tout cas, je peux parler pour Brut, mais je pense que ça va radicalement changer la nature de ce que c'est qu'un média, parce qu'on aura la capacité d'être dans ces conversations en one-on-one avec les gens qui nous suivent, et le contenu va permettre de démarrer ces conversations. Aujourd'hui, on l'a à travers les fils de commentaires, où Brut est l'un des 2 médias dans le monde qui génère le plus de commentaires par vidéo. Mais
encore une fois, c'est le contenu qui génère du commentaire. On n'est pas dans une conversation active en one-on-one. Ça va être une énorme transformation. Ouais. Est-ce que Brut, X, France Télévisions ont pris cette année particulièrement des engagements environnementaux ? Brut est une société Bicorp. Donc on a un engagement, on a une mission sociétale et environnementale. Donc on fait très attention à limiter notre consommation, à limiter notre empreinte. Alors après, c'est pour l'ensemble des industries créatives, il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Vous avez des exemples d'actions concrètes là qui sont mises en place pendant le festival ? C'est une multitude d'exemples. En fait, c'est une discipline qu'il faut avoir à travers l'ensemble des chaînes, l'ensemble des moments de production, où il faut se dire comment je fais pour utiliser des matériaux qui sont recyclés ou recyclables, comment je limite mes consommations d'énergie, d'eau, etc. Voilà, donc c'est vraiment une somme de petites choses. Les responsables de la production de Brut et de France Télévisions, et d'ailleurs aidés par les équipes de Cannes, font un boulot remarquable là-dessus. Ça sera jamais, peut-être qu'un jour ça le sera. Aujourd'hui, c'est pas assez, mais c'est le maximum de ce qu'on puisse faire en l'état de ce qu'il existe aujourd'hui. Et l'engagement que vous avez quand vous êtes Bicorp, c'est de progresser d'année en année. Donc déjà, on est très impliqués sur ces sujets-là et on essaie de progresser. Ouais. Un mot sur l'actualité de Brut en général. Vous venez de lever 40 millions d'euros Oui. auprès de CMA-CGM, qui est présidé par Rodolphe Saadé. Pour de Xavier Niel et de l'ensemble de nos investisseurs et de Moonpay. BPI France. Ouais. L'ensemble de nos investisseurs. Ouais. Pour relancer la machine, qu'allez-vous faire avec concrètement ? Alors, c'est pas pour relancer la machine, c'est que Brut est une start-up et Brut est un mode de financement qui est le venture capital. On a un business model qui est très clair. On est un média gratuit. Vous pouvez le rappeler ? On est un média gratuit appuyé sur la publicité, diffusé sur les réseaux sociaux. Et donc, on a levé des fonds pour faire plusieurs choses, pour continuer à se globaliser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire continuer à s'étendre à l'international, parce qu'on pense que prendre des parts de marché dans des continents comme l'Afrique, par exemple, où il n'y a pas encore beaucoup d'offres médias comme la nôtre, ou dans d'autres endroits du monde, c'est très intéressant, parce qu'il y a vraiment une prime au premier entrant, donc il faut pouvoir la saisir. Continuer à se globaliser, atteindre la profitabilité, c'est très important pour nous. Et puis, bien réussir. On a beaucoup investi en data, et là, on travaille beaucoup sur les sujets d'intelligence artificielle, pour bien réussir cette transformation-là, qui n'est pas à horizon 1 an, qui est maintenant. Ça doit être la 4e levée de fonds qu'on fait. Les investisseurs, surtout vu le contexte international, n'investissent pas s'ils ne pensent pas que votre business model il est solide, qu'il n'a pas fait ses preuves et qu'il n'y a pas des perspectives de croissance. Autrement, il ne serait pas chez nous. Ouais. Merci Guillaume Lacroix d'avoir répondu à nos questions. Hebdocom, ça continue. Tout de suite, rendez-vous avec une autre plateforme incontournable présente ici au festival. On poursuit ce numéro spécial d'Hebdocom depuis le 76e Festival de Cannes, cette fois sur la terrasse du Palais des Festivals, où l'on retrouve Justine Rist. Bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes la directrice générale de YouTube France. YouTube aujourd'hui, c'est 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Et évidemment, l'industrie du cinéma s'en sert, que ce soit les acteurs historiques pour mettre en avant leur contenu ou alors la Gen Z cinéphile d'aujourd'hui. Justine Rist, vous venez ici annoncer un partenariat avec les cinémas MK2, YouTube avec MK2. Expliquez-nous de quoi s'agit-il. Déjà, vous l'avez précisé, Rebecca, 76e Festival de Cannes. YouTube a 18 ans. Et en fait, même si on a un grand écart d'âge, quasiment depuis le début de YouTube, toute l'industrie du cinéma s'est emparée de la plateforme pour aller diffuser les œuvres à une autre audience, plus jeune ou plus internationale, et la nouvelle génération. Donc ça fait longtemps qu'on a ce lien avec le cinéma, à la fois par les films, par la nouvelle génération. Et on a voulu aller un cran plus loin avec ce partenariat aux côtés de MK2, qui s'appelle le YouTube Ciné Club, pour proposer une expérience en salle complètement revisitée, avec des créateurs qui vont venir sur scène, avec des avant-premières de contenu YouTube, de chaînes de YouTubeurs qui n'auraient pas encore été publiées, avec des débats, avec des jeux. Et en fait, tout l'enjeu, c'est ça, c'est de continuer d'accompagner ce chemin entre la découverte d'un film sur YouTube et puis le regarder dans les salles de cinéma ou venir dans les salles de cinéma. Et comment vous avez eu l'idée ? En fait, au départ, c'est un créateur qui s'appelle Ambroise Carminetti qui a fait un essai avec MK2
de pilotes en fait. Ce créateur talent, il est auteur, il est réalisateur, il a une chaîne qui s'appelle Sympa Cool et il a invité toute sa communauté à 2 expériences de projection, d'interaction. Ça a cartonné et du coup avec Elisha Kermit, on s'est réunis, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'irait pas un cran plus loin, et c'est dans ce cadre-là qu'est né le YouTube Ciné Club par MK2. Qui est destiné ce YouTube Ciné Club et comment ça va s'opérer concrètement? Alors ça va s'ouvrir au grand public, ça va fonctionner comme une séance de cinéma classique avec voilà un ticket disponible à l'achat, donc ce sont des places payantes, et puis après une programmation faite par Ambroise lui-même et toute une sélection de créateurs qui vont venir sur scène, dans la salle, plein de jeux, plein d'interactions et puis plein de contenus inédits. Comment ce partenariat s'est monté avec les cinémas MK2? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment les deals se sont passés? En fait, alors je vais prendre un pas de recul. On a ce lien que je citais précédemment avec l'industrie du film parce que ce sont les ayants droit eux-mêmes, les studios, les producteurs qui décident de mettre leurs films sur la plateforme. Vous savez qu'on a plus de 10 millions de films qui sont disponibles sur YouTube. En fait, on le sait pas, mais on peut acheter, on peut louer. Que ce soit des courts-métrages, des longs-métrages. Des longs-métrages. On peut aller de la boom. Vous faites la boom sur YouTube en moteur de recherche. Vous allez trouver tout de suite la proposition d'acheter ou de louer le film. Et puis après, vous allez trouver une quantité de contenu, d'analyse du film, de coulisses, etc. Mais si je fais sans filtre, la Palme d'Or, donc Triangle of Sadness, la Palme d'Or du président du Festival de Cannes cette année, Ruben Östlund, pareil, vous le trouvez en proposition à l'achat ou à la location, et ensuite tous les contenus parallèles qui parlent du film, qui analysent le film, qui critiquent le film. Et c'est ça, cette relation qu'on a avec les ayants droit, mais aussi avec tous les cinéphiles passionnés de cinéma. Et alors MK2 s'est allé un cran plus loin parce que l'idée c'est, on est dans un moment où l'industrie du cinéma a toujours au cœur de ses préoccupations la conquête ou la reconquête de l'audience des plus jeunes. Et puis de la fréquentation des salles de cinéma. Voilà, la fréquentation des salles de cinéma. Et donc dans ce contexte-là, c'était formidable pour nous d'aller un cran plus loin et d'accompagner cette expérience. Combien ça coûte? Comment ça se monétise? Alors là, on est dans un modèle classique pour le ciné-club. Quand on est dans les films sur YouTube, l'ayant droit décide du modèle économique. Est-ce que je veux que mon film soit à l'achat, soit à la location? C'est du cas particulier. C'est du cas particulier, soit gratuit avec de la publicité. Et notre modèle économique, c'est partager plus de la moitié de nos recettes aux détenteurs de droits. Et alors, qu'attendez-vous de ce festival? Mais déjà qu'on continue d'aider à faire le lien entre cette nouvelle génération du cinéma et l'industrie plus traditionnelle. On voit que les talents qui sont nés sur YouTube hier arrivent sur le grand écran aujourd'hui. Les passerelles sont encore assez rares et on a besoin de faciliter ces liens entre toutes les générations de la création. Et puis ensuite, oui, on a vraiment hâte de voir ce que va donner ce ciné-club. Et puis on espère le porter à une plus grande échelle par la suite. Merci beaucoup, Justine Ries. Merci, Rebecca. Vous êtes directrice générale de YouTube France. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Le Festival de Cannes est le 4e événement mondial le plus médiatisé derrière la Coupe du Monde de foot, les Jeux Olympiques et le Tour de France. 2000 médias, 4800 journalistes de 90 pays. Pour organiser l'événement, il faut 23 millions d'euros avec plus de 700 personnes qui y travaillent pendant la quinzaine. Ceux qui y travaillent aussi, ce sont les professionnels du cinéma. Ils sont 13 500 à être présents au marché du film sur la première semaine du festival. Les marques payent, elles, jusqu'à 100 000 euros des célébrités pour apparaître sur le tapis rouge. Le gouvernement, lui, a débloqué 350 millions d'euros pour doubler la surface de plateau de tournage en France. Enfin, 20 000 euros, c'est la valeur de la célèbre Palme d'Or. Voilà pour les chiffres du Festival de Cannes. Tout de suite, on retrouve Rebecca Blanc-Lelouch. Et pour cette dernière partie d'Hebdocom, on parle cinéma, on parle télé, on parle médias. Quel avenir pour le secteur à l'heure des plateformes? On prend le pouls au Festival de Cannes tout de suite avec un taulier de l'industrie de la culture. Interview exclusive de Pierre Lescure. Pierre Lescure, bonjour. Bonjour Rebecca. Merci de nous accorder cette interview pour Hebdocom depuis le Palais des Festivals. Cette année, vous venez pas en tant que président, mais vous venez présenter votre émission Beau Geste, qui est dédiée au cinéma et à toutes les coulisses de cette industrie. D'abord, qu'est-ce que ça fait d'être là sans être président du Festival de Cannes? Ça fait que je rajeunis, parce qu'avant
avant d'être président pendant 9 ans, jusqu'à l'année dernière. Je suis venu depuis 79 à peu près chaque année, comme journaliste radio, comme journaliste radio-télé comme vous, et puis ensuite comme patron de Canal. Bah oui, je rajeunis, je retrouve mes années 90 et 2000. Comment s'est passé le passage de flambeau avec Iris Knobloch, qui est donc la nouvelle présidente du Festival de Cannes, anciennement à la tête de Warner? Comment a-t-elle été élue? Elle a été élue d'abord à l'unanimité, parce que vous savez, c'est une proposition toujours de la tutelle du Festival de Cannes, c'est-à-dire le ministère de la Culture et le CNC, qui propose une candidature. Moi, Emmanuel Macron m'avait demandé, lorsque j'ai été réélu pour la 3e fois, ce sont des mandats de 3 ans, il m'avait demandé, c'était au début du Covid en 19, si je pouvais être d'accord de ne faire que 2 ans sur 3 et de passer la main à une présidente, il n'avait pas encore de nom en tête, à une présidente, à une femme. Et je me disais, tiens, ce serait assez élégant que je passe le témoin pour la première fois à une présidente. Et puis la proposition a été faite par le ministère de la Culture et le CNC, que ce soit Iris Knobloch, que tout le monde dans le cinéma français connaît depuis de longues années. C'est vraiment quelqu'un du business, mais qui a en même temps ce regard chaleureux sur les contenus, sur les films. Donc tout ça s'est fait avec amitié et élégance, vraiment. Elle vous demande conseil, elle est stressée. Vous avez des rapports avec elle en ce moment? Bien sûr, on s'est parlé beaucoup, on s'est vu assez souvent pendant cette année d'installation pour elle. Et puis là, de temps en temps, on se passe des coups de fil parce que vous savez, c'est un rôle particulier d'être président. Vous avez à la fois l'autorité morale, vous êtes un peu le gardien du temple, comme Gilles Jacob a installé la fonction de manière tellement brillante, mon prédécesseur, pendant de longues années. Et en même temps, vous avez la signature juridique, économique, politique, si on veut. Mais celui qui fait la sélection, c'est-à-dire le cœur du réacteur, c'est le délégué général, et donc, en l'occurrence, Thierry Frémaux. Donc, il faut trouver sa place de président. Comment symboliser l'institution, être aux côtés de Thierry, faire des tas de choses, et en même temps, ne pas se mêler de ce qui n'est pas le cœur de ce festival, c'est-à-dire la sélection, pour garder la distance morale. Donc, il faut trouver je pense que je l'ai trouvé en son temps, et Iris l'a déjà. Si vous deviez faire un bilan du cinéma ces 10 dernières années, avec tout ce qui s'est passé, les salles qui ont souffert et parallèlement l'émergence de la production et de la consommation sur les plateformes, est-ce que le bilan il est bon? Je trouve que je vous aurais peut-être pas fait la même réponse il y a 1 an, Rebecca, parce que il y a 1 an, beaucoup de gens étaient inquiets. Moi, pas trop, parce que je suis beaucoup plus âgé que beaucoup de gens. Et donc, j'ai déjà vu au moment de l'apparition... Vous aviez un pas de recul. Oui, avec l'explosion de la télé en son temps, on disait, oh là là, le cinéma va souffrir, le théâtre va mourir. Quand Canal est né, et surtout quand Canal a connu un développement phénoménal, on disait, ils vont vider les salles, c'est la fin des haricots, etc. Au contraire, les salles se sont encore plus remplies. Donc, il y a 1 an, vous le savez bien, et vous l'évoquiez, au sortir du Covid, on avait peur que, notamment les générations les plus âgées, ne retournent pas au cinéma. On voit depuis le début de l'année, aussi bien sur les films américains, les films indépendants, les films populaires, toutes les générations reviennent, et toutes les générations qui, jeunes ou moins jeunes, sont beaucoup sur les plateformes. Ben, ça fait un support de plus. Vous considérez que c'est complémentaire? Oui, c'est complémentaire parce que l'écriture n'est pas la même. Vous voyez bien que la manière de consommer du storytelling et de la manière de raconter des histoires sur les plateformes n'est pas la même. Quand on voit qu'on est tous et toutes addicts à Succession, c'est un truc de feuilleton d'aujourd'hui qui est une réussite exceptionnelle, mais ça vous empêche pas de courir au cinéma, voir demain Indiana Jones ou après-demain ou avant-hier le dernier Top Gun. On a les deux, on va pas pleurer d'avoir les deux. Et Apple, comme Amazon, ont l'intelligence maintenant de commencer une exploitation en salle avant de reprendre les films qu'ils financent. Parce qu'on a l'impression, on sent en ce moment que les plateformes prennent conscience que finalement c'est aussi profitable pour elles les sorties en salle. Mais évidemment, évidemment. Franchement, il n'y a pas d'exemple de film qui se soit inscrit dans l'histoire du cinéma alors qu'il était fait pour une plateforme, autant que les autres. C'est complémentaire, il y a une dynamique.
quand vous êtes devant votre télévision et qu'on vous présente un film qui n'est pas sorti en salle, ben c'est comme une série. Et une série, je dis pas ça en la minorant, mais c'est un truc de télé sur grand écran, de télé avec une image extra, avec les techniques et les technologies d'aujourd'hui. Mais c'est un truc pour la télévision, où je bouge pas mon derrière de mon canapé. Quand c'est un film que vous n'avez pas vu en salle, mais dont on vous a vachement parlé, même en vous disant « Oh là là, je suis déçu, mais tu devrais voir quand même, etc. » Vous êtes chez vous, vous le voyez, il y a toute cette réflexion et ce bouche à oreille qui vous... Enfin bref, c'est l'histoire des films. Si on revient à vous et à vos actualités, outre votre participation quotidienne dans l'émission C'est à vous, vous avez lancé Beau Geste que vous présentez depuis janvier. Ça a l'air de très bien se passer. Ben, ça se passe pas mal. Vous savez, je suis comme un enfant, moi. Le prof m'a dit, le prof de France Télévisions, Sidbon Gomez, le patron des programmes, m'a dit... On l'avait reçu dans Hebdocom, d'ailleurs. Vous l'aviez reçu. Et il m'a, il y a 15 jours, annoncé qu'il prolongeait pour toute l'année. C'est-à-dire qu'on fera 33 numéros de Beau Geste l'année prochaine. J'étais heureux parce que en janvier, on s'est lancé dans une émission de Beau Geste, donc, où on voulait pas que ce soit des journalistes entre eux, même très spécialistes et très doués, qui parlent entre eux de cinéma, mais que ce soit que des gens de cinéma qui parlent de cinéma. Comment se passent les tournages de Beau Geste au Festival de Cannes? C'est vraiment particulier parce qu'à Paris, on essaie d'aller dans des lieux... avec Michael Douglas, on était quasiment sur la même terrasse où vous me recevez. J'ai eu Anaïs de Moustier, on a fait l'interview sous la pluie et sous un parapluie sur un ponton. C'était assez gai. Et puis Chiara Mastroianni et Harrison Ford, évidemment. Qu'est-ce que vous pensez du partenariat de France Télévisions et de Brut pour la deuxième année consécutive au Festival de Cannes qui remplace Canal+? J'en pense du bien. C'est pas que c'est mieux que Canal+, c'est Canal+, par rapport au canal de mon temps, que je connais un petit peu, ça a changé puisqu'ils n'ont plus vraiment de politique du clair. Dieu sait si leurs émissions cryptées et leurs exclusivités continuent d'être attractives. Moi, je suis évidemment toujours abonné. Mais il n'y a plus d'émissions de clair. Donc, le partenariat avec le Festival de Cannes commençait à poser un problème parce que les audiences du clair... Manque de cohérence. Manque de cohérence et les audiences du clair étaient trop faibles. Tandis que là, vous avez toutes les antennes de France Télévisions qui sont mobilisées. Donc ça nous fait je dis nous, tiens, comme si j'y étais encore. Pour le Festival de Cannes, c'est une vraie résonance. Et puis le succès de Brut, en France et à l'international, fait que ça donne sur les réseaux à France Télévisions et au Festival de Cannes, si vous me passez l'expression, un putain d'écho. Parlant de réseau, est-ce que vous craignez non pas une mort, mais un déclin des médias traditionnels, de la télé traditionnelle, au profit justement du streaming et des réseaux sociaux aujourd'hui? Un déclin, je ne sais pas. Mais vous savez, la France était depuis pas mal de temps un exemple assez frappant de voir des chaînes aussi puissantes comme TF1 par exemple, par rapport aux autres pays. Quand vous prenez les États-Unis, où les chaînes du câble et les chaînes spécialisées se sont multipliées depuis bien longtemps, des chaînes comme ABC, NBC, CBS, les trois grands networks, ont toujours été autour de 10-12, avec des décrochages régionaux, etc., mais autour de 10-12 de parts de marché. Donc d'un seul coup, en France, on ne peut plus rester à 20, 22, 23, 25. Il faut que les chaînes apprennent à vivre avec ça. Si vous me permettez ce commentaire, puisqu'on est sur BFM Business, je pense que singulièrement TF1 et aussi M6 ont tort de vouloir juste s'en prendre au service public. C'est pas comme ça qu'ils vont investir sur l'avenir. Ils ont intérêt à s'adapter aux nouvelles conditions de part de marché et de compétition, travailler le numérique à mort. Vous comprenez pas ces revendications? Ah, je les comprends pas parce qu'elles sont petits bras. France Télévisions, qu'est-ce que c'est le service public? Ça voudrait dire que le service public, faut faire des choses nécessaires mais un peu emmerdantes. Faut faire de l'éducation, faut faire de l'évangélisation culturelle, et puis surtout, faut surtout pas faire d'entertainment. Enfin, c'est une plaisanterie. Mais c'est une plaisanterie petit bras, ils ont tort de faire ça. Là, pour le coup, ça nous concerne tous et on doit s'unir face aux géants du streaming. Pour vous, la télé, dans 10 ans, ce sera quoi? La télé, dans 10 ans, ce sera des audiences moindres, encore, comme on vient de l'évoquer, encore plus atomisées, avec beaucoup plus d'acteurs qu'il n'y en avait hier et avant-hier, parce que vous avez à la fois
toutes les propositions très, très éditorialisées des réseaux, mais en même temps, la télévision, comme on la connaît à BFM ou à TF1 ou dans le service public, elle va travailler énormément, et vous le faites déjà, avec les réseaux. La dynamique avec les réseaux va être de plus en plus importante et développée, et c'est ça qui va... D'ailleurs, on voit bien que les régies publicitaires s'organisent en fonction de ça. Tout est maintenant composite. Il faut travailler dans cet esprit-là. Pour terminer cette interview, j'aimerais bien vous faire un petit questionnaire avec des réponses assez rapides en rafale. Vous trouvez que j'ai fait trop long là? Non, pas du tout. La 76e édition du Festival de Cannes en 3 mots. Multiple, réjouissante et pluvieuse. Iris Knobloch en 3 mots. Expérimentée, business oriented et charmante. Delphine Ernotte en 3 mots. Très habile, très volontaire et successful. Si Beau Geste devait avoir un autre nom, quel serait-il? J'ai envie... Gourmandise. Si vous étiez un film, quel film vous seriez? La vie est belle. Moi aussi. TF1 ou Netflix? Les deux. Intelligence artificielle, menace ou opportunité? C'est une menace dans un premier temps si on ne sait pas s'y adapter. Il faut faire avec. On n'a jamais vu un nouveau média, une nouvelle technologie être stoppé par des réglementations ou de la frilosité. On n'arrête pas un mouvement aussi exubérant, mais il faut justement s'en emparer très vite pour vivre avec et pas lui laisser faire n'importe quoi. Votre meilleur souvenir d'interview? Mon meilleur souvenir d'interview, il est un peu sulfureux. Moi, j'avais 20 ans dans les années 60 et le producteur de musique le plus dingue à l'époque, c'était Phil Spector. C'était un drogué invétéré. Il a dû sortir et faire interrompre l'enregistrement. On a enregistré un quart d'heure. Il s'est arrêté 4 fois pour faire l'aller-retour avec la salle de bain. C'était dingo. C'était plus drôle à la fin. Mais il s'en cachait pas, il disait « Attention, une petite seconde, j'ai une urgence ». Hop, il partait, il revenait. C'était une folie. Et en même temps, je vous le raconte aujourd'hui, c'était il y a 25 ans. Mais c'est mon meilleur souvenir parce que c'est le souvenir le plus surréaliste que j'ai connu. Et puis dernière question, l'interview que vous n'avez pas encore faite, que vous rêvez de faire? Vous savez, l'interview que je n'ai pas encore faite, que je ne rêve plus de faire car je vais la faire, c'est d'ici la fin de ce festival, c'est celle de Robert De Niro, qui est l'un des types les plus mutiques qu'on connaît. Si on ne trouve pas les deux bons sujets dont il a envie de parler ce jour-là, il va vous faire ces mines phénoménales et mythiques qu'on connaît toutes et tous, mais il ne va pas me dire 3 mots. J'ai peur qu'il me fasse ça demain. Bon ben, on vous souhaite une très bonne interview avec Robert De Niro. Merci Pierre Lescure. Merci Rebecca. De nous avoir accordé cette interview pour Hebdocom. Hebdocom spécial Cannes, c'est terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout en replay sur toutes nos plateformes. Très très bon week-end sur BFM Business. Hebdocom sur BFM Business.